On va faire une expérience. Je vais vous montrer 3 équations. Et vous allez me dire laquelle vous jugez la plus belle. Je commence par celle-là que tout le monde a déjà vue, même si tout le monde ne comprend pas les détails en profondeur. Je vous en montre une autre. Et je vous en montre une 3e. Alors on va faire un référendum là. Qui trouve la première la plus belle? La seconde. La 3e. Bon, alors ça marche à tous les coups, hein. Le résultat est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a une majorité faible ici, mais une majorité pour la seconde, une grosse minorité pour la première et une toute petite minorité pour la 3e. Or, la première, c'est l'équation d'Einstein qui établit une équivalence entre masse et énergie qui est d'une profondeur incroyable parce qu'elle régit un nombre gigantesque de phénomènes physiques, et qu'elle est belle au sens où elle est d'une compacité et d'une élégance toute particulière. La 3e, qui effectivement à l'œil n'est pas extrêmement spectaculaire, est pour le physicien à peu près aussi importante, intéressante et belle du point de vue du physicien que la première. C'est ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger qui régit en théorie quantique le comportement des électrons à l'intérieur des atomes. Et la seconde, eh ben, la seconde, c'est rien du tout, ça n'existe pas, c'est pas une équation, c'est un pur jeu typographique auquel je me suis amusé en combinant des symboles de façon à avoir quelque chose d'effectivement plaisant pour l'œil, et ça marche évidemment à tous les coups. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'il ne faut pas se laisser séduire par la beauté des équations. Cet argument sur la beauté de la science, ça a trouvé heureusement un certain nombre de contradicteurs, et je vous en donne un qui est d'un physicien de la fin du XIXe siècle, Henri Boisse, qui est un physicien tout à fait singulier et étonnant, qui écrit ceci, et j'aime beaucoup la phrase: « Pas davantage la science n'est belle. Vous trouvez qu'il est beau pour le carbone d'être tétravalent et pour l'azote d'être tri- ou pentavalent? Vous trouvez qu'il est beau que parmi les cotons-poudres, les uns soient solubles dans l'éther, que les autres ne le soient pas? Vous trouvez qu'il est beau que les pierres tombent suivant le mouvement uniforme accéléré et que les asques s'attirent en raison inverse du carré des distances? Alors la science ne serait pas belle s'il se cherchait en raison inverse du cube ou de la 4e puissance? Il est aussi stupide de trouver la science belle que de la déclarer vertueuse. » Voilà quelqu'un qui, depuis un peu plus d'un siècle, avait quand même une vision, à mon avis, sobre et critique des choses. Et un dernier argument sur ce thème-là, c'est que d'abord, le thème de la beauté de la science est convoqué en général par des physiciens et des mathématiciens, ce qui n'est pas extrêmement étonnant, et très rarement, voire pratiquement jamais, par des biologistes ou des gens s'occupant de sciences naturelles en général, qui peuvent parler, à juste titre, en tout cas c'est un thème de discussion intéressant, de la beauté de la nature. Oui, on peut discuter pour savoir si on trouve la nature belle ou pas. Thème intéressant, dans lequel je ne rentre pas, mais il est extrêmement rare que les botanistes, les biologistes ou autres considèrent que leur science est belle, et c'est d'ailleurs un grand biologiste, Thomas Huxley, contemporain et ami et soutien de Darwin, qui a émis, à mon avis, la critique la plus radicale sur ce plan-là, quand il a écrit « La grande tragédie de la science, c'est l'assassinat de splendides théories par de misérables faits ». Maintenant, la question sur le problème sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que, me semble-t-il, avant de parler des relations entre art et science, il conviendrait de parler de la façon dont l'art et la science sont faits, l'un par des artistes, l'autre par des scientifiques. Et que si l'on ne prend pas les mots art et science dans une acception abstraite et vague, si l'on regarde
effectivement les sciences comme des pratiques collectives, des pratiques sociales réelles, alors ce qui saute aux yeux, me semble-t-il, c'est leur différence fondamentale. Et je vais essayer d'illustrer ça par un petit tableau parallèle entre la situation des artistes et celle des scientifiques. D'un côté les artistes, de l'autre côté les scientifiques. Vous pardonnerez, je l'espère, le caractère un peu schématique, voire un peu caricatural de ce tableau. Il y aurait sûrement des modulations à y apporter, mais il me semble quand même qu'il décrit l'essentiel des choses. Tout d'abord, les artistes, c'est une activité personnelle. Je pense que ceux qui sont ici ne me démentiront pas, mais ils travaillent par eux-mêmes. Alors que les scientifiques ont évidemment une activité communautaire. Il n'y a plus aucun scientifique, sauf extrêmement rares exceptions en mathématiques pures, quelquefois il subsiste des archaïsmes de ce genre-là, aucun scientifique ne travaille tout seul. C'est toujours un travail collectif, un travail d'équipe qui peut varier d'une équipe de quelques individus à des dimensions qu'il faut avoir en tête. Vous savez que la découverte du boson de Higgs, qui avait fait la une des journaux il y a quelques mois, l'article qui annonçait sa publication était signé de près de 1000 noms. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'un article scientifique signé de 1000 noms? C'est comme si une voiture qui sortait de chez Renault ou Peugeot était signée de chacun des ouvriers qui a vissé un boulon ou tiré un câble au travers. La pratique individuelle donc de l'artiste est valorisée par ce qu'elle a de singulier, par ce qu'elle a de différent, par son aspect de création. On y revient. Un artiste, pour lui-même et pour les autres, tentera évidemment de faire quelque chose de différent de ses collègues ou de ses prédécesseurs, même s'il s'en inspire, même s'il a une connivence d'école avec eux. Il n'empêche que c'est la singularité qui sera son premier objectif. À l'inverse, chez les scientifiques, l'essentiel, c'est d'avoir une pratique collective dont la valeur est donnée par le fait qu'elle est conforme à une norme établie. Il s'agit beaucoup plus ici, finalement, de production que de création, sauf rares éclairs de génie, mais qui sont exceptionnels, bien entendu. Un article scientifique doit d'abord et avant tout ressembler aux autres. Si vous envoyez un article à une revue scientifique, le premier lecteur arbitre qui le lira pour juger s'il est digne d'être publié, la première chose qu'il fera, c'est de vérifier que le style de l'écriture, les méthodes de démonstration, les procédés expérimentaux sont conformes à ce qui est accepté comme normal, au sens fort du mot norme, dans le milieu. Le statut social est évidemment très différent dans les deux cas. La plupart des artistes ont un statut libéral en tant qu'artistes, même si certains d'entre eux vont gagner leur vie en donnant des cours et être salariés, alors que les scientifiques ont évidemment un statut salarial. Ils sont payés en tant qu'employés, en général, de l'État ou parfois de l'industrie. La reconnaissance du travail, de l'œuvre, pour les artistes est d'abord et avant tout une reconnaissance externe. Et l'œuvre d'art doit s'exposer à la critique professionnelle, d'une part, et aux expositions publiques, d'autre part, pour acquérir un minimum de reconnaissance. Si elle reste dans l'atelier, qu'elle n'est vue que par les collègues et les confrères, bon, bien sûr, il y a quelques peintres pour les peintres, ça existe, mais en règle générale, l'objectif de l'artiste sera de montrer aux autres ce qu'il fait. Dans le cas de la science, c'est tout à fait différent. La reconnaissance est avant tout interne. C'est une évaluation par les pairs, par vos collègues, qui se passe dans des publications spécialisées. Vous serez reconnu comme un bon physicien ou un bon biologiste parce que votre renommée est assurée par vos collègues et pas parce que vous arriverez à faire parler de vous dans la grande presse. Ça viendra éventuellement après et ça vous sera d'ailleurs
souvent reprochées ou éventuellement reprochées par le milieu. Enfin, sur le plan de l'économie, dans le cas de l'art, on a affaire à une économie qui est essentiellement d'ordre artisanal, où c'est une vente à la pièce, on vend un tableau, une œuvre, une sculpture, a posteriori, après qu'elle ait été exécutée. Dans le cas de la science, c'est tout à fait différent. L'économie est de type industriel, les financements sont des financements contractuels a priori. Les scientifiques reçoivent des subventions pour faire leurs expériences avant qu'elles soient faites, bien entendu. Ils ne vont pas faire leur expérience et dire après, voilà, ça nous a coûté tant, on vous vend le résultat, nous avons trouvé le boson de Higgs, ça vaut tant de millions d'euros. Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et du même point de vue économique, les échelles sont tout à fait différentes. Les échelles commerciales, dans le cadre de l'art, varient de quelques centaines à quelques millions d'euros pour les artistes qui ont la cote sur le marché, mais le million d'euros, c'est presque le point de départ du coup, des grandes expériences scientifiques qui peuvent aller jusqu'au milliard d'euros sans difficulté. Une expérience comme, encore une fois, la découverte du boson de Higgs ou un grand télescope en orbite, ce sont des milliards d'euros. Alors, je tenais à dire ça parce que ça implique, à mon sens, qu'il ne peut pas y avoir de parallèle, encore moins de convergence, d'identification entre le travail de l'artiste et celui du scientifique. Nous vivons dans des mondes qui sont extrêmement différents, avec des procédures qui sont tout à fait différentes. Et par procédure, j'entends non seulement les méthodes de création et de production, mais les procédures d'insertion dans le tissu social, de reconnaissance, etc. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, en tout cas, je propose plutôt la métaphore suivante, qui est celle que j'appelle des brèves rencontres. J'emprunte ce titre à un magnifique film anglais des années 40, Brief Encounter, si vous avez l'occasion de le voir, ne le manquez pas, et qui narre la brève rencontre sur un quai de gare entre... lui est un petit médecin de quartier, elle, une femme au foyer, et un coup de foudre les réunit, mais il ne se passera jamais rien entre eux. Ils se verront une demi-douzaine de fois au buffet de la gare, leur amour ne sera jamais concrétisé, ils se sépareront sans que rien ne se soit passé, et en même temps tout se sera passé, c'est-à-dire qu'ils auront été profondément bouleversés, transformés, modifiés par cette brève rencontre. Alors, de ce point de vue-là, oui, je crois que ça, c'est une stratégie qui a un sens. Je crois que scientifiques et artistes peuvent avoir de brèves rencontres fulgurantes, dans le meilleur des cas, qui apporteront aux uns et aux autres de quoi ensuite reprendre, continuer leur chemin dans des visions modifiées. J'en ai plus pour trop longtemps, je voudrais faire encore une ou deux remarques, mais pour ceux qui, comme je suis un peu bref là, pour ceux qui souhaiteraient approfondir un peu ces questions, je signale que c'est à cela que s'occupe la revue Alliage depuis maintenant bientôt une trentaine d'années. Vous en trouvez un certain nombre d'exemplaires sur la table qui est au fond. Ils sont à vous, vous pouvez les prendre et si possible vous abonner, parce que la revue, malgré l'aide précieuse que nous apporte l'Université de Nice, a besoin d'abonnement. Le premier, c'est le dernier numéro sur la fiction dans la science. Celui d'en dessous, c'est un numéro spécial sur science et cinéma. Et par ailleurs, j'ai développé les remarques que je vous proposais là dans un petit livre qui s'appelle, vous lisez ça comme vous voulez, La science est l'art ou La science n'est pas l'art, et dans le sous-titre est Brève rencontre.